Seuls les arbres qui ont la même taille peuvent parfois s'échanger de singes. Nous prions maintenant le professeur Charles Romain Belé à prendre la parole pour les hommages scientifiques. Adieu, cher neveu, mon frère, je parle ici parce que ton apport à la pensée philosophique locale est indiscutable. Et parce que tu as beaucoup compté dans ma vie de philosophe au sein de notre académie. Mon exposé tentera, à partir d'une petite portion de tes écrits, une mise en perspective conceptuelle, catégoriale et historique autour de quelques thèmes que tu n'as cessé d'aborder et d'approfondir. La traite, l'esclavage et la colonisation, l'émergence des types d'humanité, le devoir de mémoire, la justice et le fonctionnement du monde, le peuple de temps. Face à un monde travaillé par les souffrances, la douleur et le malheur, l'arrêt-plan de ton œuvre et la position de balise en Jésus, une humanité de l'avenir à travers le règne du droit dans les rapports interindividuels et les relations internationales. Tu y réfléchis autour de la maths, autour du cosmos, que la notion de justice concrétise à tes yeux. Tes œuvres significatives disponibles pour le grand public seront sollicitées. D'abord, l'épreuve de temps, objet de ta thèse en 2 volumes soutenue à l'Université de Paris, Sorbonne, Paris 4, sous la direction de Pierre Boutan, en 1987. Deuxièmement, ton article fondamental, l'avenir de la métaphysique. Troisièmement, la traite, ton ouvrage intitulé La traite, l'esclavage et la colonisation et l'émergence des types d'humanité, devoir de mémoire. Quatrièmement, ton ouvrage intitulé Cosmologie et philosophie de la justice et du fonctionnement du monde. Pour exhiber selon ton vœu la révélation de l'universel dans l'empirique, j'ai intitulé mon éloge de ta production intellectuelle et scientifique l'épreuve, le temps et le cosmos, ou l'éloge du moment métaphysique vivant d'Oka Atenga. J'insisterai rapidement sur la question du temps et de l'histoire. En bon helléniste, ton œuvre lie de façon méthodique la Sophia et Clio, la métaphysique et l'histoire. Tu veux en effet unifier ou subsumer, du point de vue des concepts, les réponses factuelles des sciences régionales sous la notion philosophique de cosmos, c'est-à-dire le rapport à un monde rationnel maîtrisé et possédé par l'homme lui-même, toujours en lien avec la justice. Aussi satisfais-tu le besoin architectonique de donner la connaissance du passé pour renouveler la pensée du nouveau et dont le besoin de renouer avec les espérances. Probablement sur la base d'un chiliasme d'essence chrétienne, tu élabores une spes temporum meliorum. La spes temporum meliorum, c'est une espérance pour des temps meilleurs au cours desquels toute puissance humane sera surmontée. En avenir, tu penses qu'au bout de la nuit, point une mort.
Tu t'efforces donc, je te cite, de distinguer comment l'homme, au-delà des tâtonnements et des erreurs, parvient à des modes de vie, à organiser un espace, à manifester la vigueur de son esprit dans la quête incessante d'un monde meilleur. Fin de citation. Par là, tu refuses la dilution de l'avenir et l'étalement éternel du présent. Tu refuses le présentisme. Tu le fais au nom d'une temporalité justinienne pour laquelle les modalités du passé, du présent et du futur s'appellent. Le temps est, dis-tu. Et parce qu'il est, le temps tend à n'être plus, en s'élançant vers l'avenir. Aussi, ton maître mot a-t-il toujours été en effet la prospective. C'est dire, pour je te cite encore, que le besoin de l'action requiert d'aller de l'avant en vue d'améliorer le présent pour mieux préparer l'avenir. Je te cite à dire, en effet, l'Afrique subit tout à coup l'esclavage, la colonisation, la sécheresse, la famine, l'endettement extérieur. Nous connaissons pour tous l'expérience de la suprême injustice. Dès lors, notre pensée est tout entière dominée par le thème de justice. Partant, notre réflexion sur la justice et sur la recherche du salut jaillit de l'expérience de cette suprême injustice. La réflexion sur le problème d'origine, le passé, va nous amener à réfléchir sur les méthodes et les structures qui doivent avoir un rapport avec l'intérêt individuel, collectif, en vue du salut universel. Fin de citation. Tu soulignes donc, en syntonie avec Bladden, Du Bois, Alexander Crummell, Charles Alexander, Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop, la question des types d'humanité. Le négo-africain, dis-tu, doit prendre conscience de son identité, avoir pour vocation de représenter et de défendre les intérêts de son type particulier de l'humanité. Mesdames, Messieurs, le philosophe Oka Tenga ne cesse pas toutefois de souligner que les relations avec autrui, eh bien, doivent permettre le dialogue. Toutefois, le professeur Oka Tenga insiste sur un fait culturel ou psychologique. La souffrance entre la conscience moderne et contemporaine. La philosophie moderne, Hegel et Schelling, parlera de conscience malheureuse. Celle-ci concerne la traite, l'esclavage, la colonisation des Noirs, mais aussi les décolonisations négociées dans la douleur. Ce qui implique d'établir un lien au passé à travers le souvenir, l'oubli, la juste mémoire, la commémoration, la fiction de soi, l'amnistie, le difficile pardon, la réparation et la quête de justice. Le penseur camerounais a donc tenu à corriger la falsification de l'histoire africaine par l'Europe moderne. Avec Edouard Plymouth-Ryan, Cheikh Anta Diop, il pense qu'avec les croisades, la traite et l'esclavage, l'Europe moderne a une vision dépréciative, voire maîtrisante de l'histoire africaine. Critique des idées marxistes de Hegel, de Gobineau, de Nietzsche, de Jules Ferry, de Victor Hugo, qui ont justifié la domination des races inférieures par la race blanche, et n'est pas d'accord avec Hegel et à sa suite les idées modernes qui vont exclure l'Afrique de l'histoire. La pensée du professeur Oka, c'est que progressivement d'une dimension autobiographique aux questions lourdes de métaphysique, d'histoire de la philosophie et de philosophie de l'histoire. Il y vibre la souffrance dans l'horizon palpitant de phénoménologie. Il veut, je le cite, éliminer toute distance afin de parvenir aux choses mêmes, de retourner à l'expérience originelle que l'homme a du monde,
de découvrir la proximité absolue des choses. L'universalité que nous cherchons à atteindre est comme l'orientation du sujet, tout entier orienté vers un seul être et de l'humanité d'un seul côté. Bien, fin de citation. Pour parler de cela, je voudrais maintenant insister sur un aspect qui a travaillé sans penser et qui l'a obligé à penser que les peuples africains doivent sortir de l'amnésie et du nihilisme qui nourrissent la pléonexie. La philosophie d'Oka Tenga donc toujours refusé l'amnésie de ceux qui disent que l'horizon du passé est clos et s'est éloigné, tandis que l'horizon du futur et de l'avenir est fermé. Aussi, dans son article « L'avenir de la métaphysique », Oka Tenga se préoccupe de la montée en puissance de toute forme de nihilisme dans la philosophie africaine depuis les années 80 du XXe siècle. À partir de l'examen de la philosophie nietzschéenne, Oka Tenga observe que le nihilisme n'est qu'un moment de la conscience. Il y a là une faute de lecture, pense-t-il, parce que cette orientation philosophique locale ne se rend pas compte que pour Nietzsche, je le cite, il y a une autre histoire qui est le changement qualitatif qui intervient lorsque le nihilisme est surmonté par une pensée affirmative. Fin de citation. En effet, certains parmi nous théorisent désormais le nihilisme. Ils affirment que les sociétés africaines renvoient désormais seulement à un présent éternel fait de trajectoires fractionnées. Ces sociétés n'ont alors d'historique que le nom, puisqu'elles ne convergent plus vers un point, une tendance ou un cycle unique. Sur le plan philosophique, le présent en tant qu'expérience d'un temps n'est qu'un moment où s'enchevêtrent différentes formes d'absence. Absence de cette présence qui n'en sont plus et dont on se souvient, la mémoire, et absence de ces autres qui ne sont pas encore là et que l'on anticipe, l'utopie. Cette vision indéterminée et amnésique du monde a aboli pour nos peuples, a-t-il pensé, tout espoir et toute utopie d'un futur meilleur. Le temps y entre en effet dans une stase où la différenciation augustinienne du passé, du présent et du futur n'existe plus. Le penseur Oka Tenga refuse un tel cadre conceptuel parce que ce dernier accentue à ses yeux une extension méthodologique de la géographicité qui désacralise l'histoire et resacralise la nature. On réduit ainsi des chefs l'humanité au statut d'une nature immuable. La critique de l'idée du progrès comme un mythe, le discrédit de l'histoire, la clôture des signes sur eux-mêmes, a-t-il pensé aboutissent à la suppression du mouvement pour le statique, l'immobile, la diachronie ou la synchronie. La liberté humaine disparaît. L'homme est alors englué dans le marment du milieu géographique et dans l'espace. Or, privilégier la spatialité et la topologie au détriment du temps et de l'histoire, c'est, pense-t-il, invalider toute intervention consciente du sujet dans l'histoire qu'il fait au nom des structures inconscientes, au nom des variants, au nom d'immobilité. Or, l'espace, la topologie, n'ont de sens que s'ils s'inscrivent dans un projet historique. Sinon, on est dans l'urgence qui est au cœur d'une philosophie de la traversée qui vend la fluidité à laquelle doivent s'adapter les passants que nous serions désormais. Le professeur Okaka pense que la longue durée doit toujours s'opposer aux structures à leur ordre de la répétition. Le philosophe camerounais a pensé que cette amnésie nourrit deux types de réponses parmi nous, entre autres. On en voit d'abord l'expression dans la position de l'absoluité de l'individu, mue par la philosophie de prospérité et de la réussite individuelle. L'individu est gagné par toutes les formes de l'affiliation. Seule métaphore désormais propre liberté. Il préférait du pire, à savoir le totalitarisme nationaliste, le souverainisme, le socialo-communisme. Ces vastes appareils et ces systèmes divinatoires refusent que l'espace de l'homme admet l'erreur, la faillibilité, le mal,
et dont la responsabilité, c'est-à-dire le risque d'errer et d'échouer. Corollaire au système du global, l'appareil ou le système discriminatoire veut forcer l'individu à s'adapter à ce qui est ou doit être. Une telle perspective serait inacceptable pour le professeur Oka, parce qu'un individu concret, dit-on, ne serait travaillé que par l'angoisse de la mort, qui le sépare du tout et de tout, et se tiendrait alors au-delà de toute systématicité, c'est-à-dire de tout archétype idéal, abstrait et imaginaire de l'humain. Il s'affirme ici un refus de l'abstraction dont Oka Tanga était un amoureux. Le nominalisme qui en est échu fait de l'individu un simple segment empli du monde, une forme momentanée de relation, un homme provisoire d'attitude et de rôle dans un contexte déterminé. De ce point, l'individu accède au rang de l'antisystème par excellence. Le recours constant de la pensée à cette limitation radicale qui la porte et l'habite doit alors relativiser tout absolu qui se donnerait dans les entités abstraites que sont la tradition, la raison, la pensée, la révolution, l'être, la nature, Dieu, l'ancêtre, le développement, l'évolution, la dérive. Seule la pensée de l'individu immunise contre les catégories de l'imaginaire mythopoétique, de l'adoration de tous les innombrables fétiches fabriqués par les idéologies et les passions aveugles et éphémères. La critique du nihilisme par Oka Tanga va contre une autre conception nihiliste. Celle-ci a décidé d'assumer le stigmate de la historicité. Il faut, dit cette conception nihiliste, déserter le monde du principe du rendement. Pourquoi? Parce que l'exclusion d'une histoire nécessitariste à la Hegel, finaliste ou téléologique à la Marx, est une chance. Le risque, dans cette perspective, c'est une analyse tragique du monde africain qui pose que l'Afrique n'a rien à attendre de la rumination de son passé de victime, ni à espérer des promesses d'une totalité politique et dialectique des types socialistes, nationalistes ou souverains. Loin de toute polémique, le refus du telos pour le kairos comme existence et choix du moment opportun et de l'action dans l'instant ne perçoit donc pas, selon Oka Tanga, une chose essentielle. L'on peut s'exclure de l'histoire des maîtres et travailler à la recherche d'un but à soi et à réaliser par soi-même. Par contre, avec cette perspective nihiliste, l'Afrique est jetée dans le monde tel qu'il est. Elle doit donc accepter une histoire qui ne donne aucune garantie de réussite. Cela aboutit à une critique de la raison instrumentale et à la renonciation à toute philosophie optimiste de l'histoire, qu'elle soit portée ou non par une classe élue ou une nation prédestinée. L'Afrique est hors de l'histoire universelle dans un non-lieu de mémoire et d'avenir qu'il faut assumer et qui peut se révéler porteur d'un possible si la pensée, dit-on désormais, sait saisir les chances et les opportunités de liberté et de lumière qu'offre le Kairos. Elle est de fait condamnée à une traversée du monde sans arbre de départ, digne de souvenir, sans port d'arrivée à signer, tel un radeau ballotté entre naufrage et sauvetage. La philosophie nihiliste ici exposée se fait donc amnésique et afuturologique. Ce que le professeur Oka Tanga refuse fermement. Pourquoi? Parce que une telle philosophie qui prétend fuir tout ressentiment et toute utopie se concentre en réalité sur l'événement, sur l'instant, sur l'occasion, et se persuade que l'occasion fait le larron. Pour ce nihilisme, l'Afrique n'est rien. Elle n'est ni ceci, elle n'est ni cela. Elle est donc un monstre. On peut donc y encourager l'individu à se faire le larron qui exploite tous les possibles qui peuvent subvenir. Comme chez Nietzsche, la tragédie est ici transformée en un nihilisme joyeux, à savoir le nihilisme du voyou, du fait-mal, que les Grecs appelaient le pléonex, que le professeur Oka Tanga ne cesse de critiquer dans son œuvre. On va y revenir. Il s'agit
en réalité, dans le nihilisme du voyou, du fait-man, que de la figure de l'ironique et du cynique sur homme qui n'attend rien du monde, car il sait seulement qu'il lui reste qu'à réussir de bons coups pour tirer son épingle du jeu. Cet individu ne pourra traverser par conséquent une existence, transformer par conséquent une existence sans but. Il donnera alors satisfaction à une liberté pure qui a là-dedans l'occasion de se remplir. On comprend qu'une telle philosophie nihiliste renonce aux yeux de Oka Tenga à l'idée de totalité, à l'idée à toute pensée du progrès réduit à un mythe, à toute pensée de l'émancipation, comme il a conceptualisé à travers son syntagme, l'épreuve et le temps. Il en est ainsi parce que ces catégories nihilistes sont nominées par la crise du fondement. Le fondement est pour elles effondrement, voire effondement. Effondement au sens de Ungrund, Abgrund. En termes prosaïques, dans cet effondement de tout fondement, c'est la mondialisation libérale et sa puissance qui reste l'unique fondement accepté. Dès lors, la liberté du voyou intelligent et rusé qui retourne à son profit le cynisme du monde se réduit à la capitulation devant ce monde. En fait, sa liberté d'indifférence se réduit à une certitude volontaire. C'est l'acceptation de l'incapacité de certains d'entre nous à résoudre le problème historique de l'Afrique. Il en est ainsi parce que ce nihilisme se fait le chantre d'un vagabondage sans principe. On saisit pourquoi Oka Tenga, attaché à l'idée d'Arché, est contre la pléonexie. Il dénonce cette forme de lubris qui réside dans le fait de vouloir posséder plus que sa part de terre, de femmes, d'honneur, d'argent. Contre la pléonexie, l'auteur Oka Tenga a exprimé des principes inébranlables. Il a indiqué que la justice comme arché, c'est-à-dire comme commandement, commencement et principe, doit imprégner les relations dans la communauté politique. Il a donc souhaité, je le cite de nouveau, que l'agir humain ne soit pas dicté par des intérêts particuliers et égoïstes, notamment la cupiditas, qui est le désir immodéré de s'enrichir, l'amour du gain, et l'avaricia, qui est l'amour excessif de l'argent pour lui-même. Les notions de cupidité, avidité, convoitise et d'avarice sont apparentées, car elles débouchent sur la pléonexia, ou le désir d'avoir toujours plus que les autres. Fin de citation. De là naissent d'autres interrogations auxquelles Oka Tenga a décidé de répondre. Pouvons-nous rendre raison à l'histoire? Pouvons-nous rendre raison dans l'histoire? Pouvons-nous rendre raison de l'histoire? Pouvons-nous inscrire la raison dans l'histoire? Au moment où on veut en finir avec la raison, le progrès, le sens de l'histoire, la métaphysique de la présence, la continuité du devenir, la téléologie, notre histoire autour de nous donne l'impression de confusion, de chaos, d'affaissement ponctuel, comme si un ordre rationnel que le professeur Oka Tenga désirait, un cosmos, une cosmologie selon ses mots, l'avait déserté, et ce au profit de forces absurdes, brutes et inintelligibles. Comment, lorsque le monde s'effondre et que le désert croit, ouvrir un espace à une action historique libre et consciente, donc lisible pour l'historien, le philosophe et tout un chacun, préoccupé par l'endettement extérieur? Le professeur Oka Tenga pensait qu'il est essentiel d'aller contre la soumission au marché, au hasard des marchés, aux errances des aventuriers, aux fausses promesses d'une mythologie de l'événement, aux équivoques, à la débrouillardise sans principe éthico-politique, à un nihilisme qui hésite entre une affirmation cynique du présent immédiat, à une fuite dans la mystique de la guérison et de la prière et de délivrance, à un alignement pseudo-scientifique sur les raisons de la Banque mondiale et sur les programmes d'ajustement structurel définis par les organismes internationaux dominés par le capital financier et les puissances étatiques hégémoniques. Il est essentiel de
de refuser l'idée de destruction créatrice. Il est alors essentiel d'aller vers une pensée forte qui nous sorte de la petitesse, de la souffrance et de la souffrance, de pensées qui s'imaginent déconstruire et affronter la nouveauté de la conjoncture, de la mondialité. Je voulais terminer maintenant en insistant rapidement sur les catégories métaphysiques qui encadrent toutes ces pensées, notamment les catégories de cosmos et de maths. C'est pourquoi la catégorie qui entoure cette réflexion sur les preuves et le temps est la maths ou mieux dans les langues bantoues, le cosmos en tant que recherche d'un monde ordonné, juste. C'est pourquoi le philosophe Okateke parle en termes de cosmologie, des discours sur le cosmos, à savoir un logos sur l'ordre qui doit régir le monde. Qu'entend-il par là? Il revient d'abord au sens grec du mot cosmos, qui implique un double sens du monde et qui renvoie à la fois à son fonctionnement et à la justice. Ce sens grec rappelle à l'auteur la maths égyptienne en tant qu'ordre, équilibre, norme, valeur. Il en expose longuement les catégories comme une synthèse des contraires de secte, le mal, le désordre, le déséquilibre, l'injustice, la violence, le mensonge, la justice, et d'Horus, Osiris et Isis, le bien, l'ordre, l'équilibre, la justice, la paix, la vérité, la sécurité. Cette idée d'équilibre, de vérité et de justice qui s'exprime dans la maths et l'esprit osirien de l'Égypte ancienne se retrouve, observe-t-il, en Afrique noire. On peut le voir encore, notamment, dans la notion de mié, que connote en Béti la pureté, l'harmonie, la vérité, l'ordre et la justice. Mon neveu, chers collègues, ton œuvre s'adresse à nous tous et notamment aux entrepreneurs du chaos. Comme Platon, à Charybdis et à Trasima, tu dis avec force, il ne faut pas perturber le cosmos, le monde ordonné, car les équilibres métastables de la vie sur Terre sont dérangés par les effets d'une exploitation à outrance des ressources et des biens humains. À la suite de Platon, tu élabores donc une réflexion sur la justice, car une société, celle d'être en paix avec elle-même, s'enfonce dans la stasis à l'intérieur et à la guerre à l'extérieur lorsqu'elle s'abandonne à la pléonexis. En d'autres termes, ce redoutable réquisitoire montre que ton œuvre philosophique reste à la fois vivante et un grand héritage à fréquenter et à valoriser. Merci beaucoup.